À mon cher ami qui vit dans le monde voisin, je tape ces mots avec une joie calme et une légère inquiétude. Je te parle depuis une chambre silencieuse où la nuit a laissé des traces très nettes. Ici nos rêves ne disparaissent pas au matin. Ils restent sous la forme de fichiers qui portent la marque de notre souffle et de nos battements. On les ouvre comme on ouvrirait une boîte à musique un peu fragile. On peut les partager, les garder, ou les vendre si l'on ose. Je veux te raconter ce que cela change dans une vie ordinaire. Je veux le faire sans leçon et sans grand discours. Je veux seulement t'offrir ce que je vois et ce que je sens. La première fois que j'ai rouvert un rêve, je me suis assise et j'ai respiré longtemps. L'image était simple. Il y avait une table en bois, de la pluie et l'odeur d'une peau aimée. En revoyant ce moment, j'ai compris que la mémoire n'était pas une route droite. La mémoire ici devient une carte avec des chemins secondaires. On peut les explorer lentement et en sécurité. Beaucoup de voisins pensent que c'est un miracle. D'autres disent que c'est une tentation dangereuse. Les deux ont raison selon les jours. Chez nous, on confie nos nuits à un objet léger posé sur le front. Au réveil, le rêve sort avec ses couleurs, ses voix et sa logique tordue. Ce n'est pas un film parfait. C'est un tissu de sensations attachées entre elles par des repères discrets. On reçoit un résumé, quelques mots-clés, des thèmes et des visages. On peut classer ou jeter. On peut donner l'accès à une personne précise et pour un temps limité. Cette possibilité a créé des métiers inattendus. Je suis l'une de celles qui travaillent avec vos nuits. On nous appelle les archivistes. Mon rôle est de vérifier l'origine, la clarté et la cohérence des traces. Je confirme qu'un rêve appartient bien à celui qui le présente. Je vérifie qu'il n'a pas été retouché pour tromper une autre personne. Je passe mes journées à lire des morceaux d'âme et à les ranger avec douceur. Ce travail m'a rendue prudente dans mes jugements. Je vois des souffrances qui trouvent une forme simple et utile. Je vois aussi des mensonges qui se déguisent en souvenirs. Une musicienne m'a vendu un rêve où une mélodie se lève d'un lac noir. Elle a bâti tout un album à partir de ce lac. Elle a signé des accords d'écoute payantes pour les studios. Les auditeurs ont pu vivre la naissance du thème comme s'il y était. Je ne sais pas si l'art y a perdu ou y a gagné. Je sais seulement que des larmes ont trouvé un rythme honnête. Un couple m'a demandé un dossier commun avec des clés croisées. Ils voulaient tout se montrer sans réserve. Au bout d'un mois, ils ont appelé pour limiter les accès. Ils avaient compris que l'amour a besoin d'ombre pour respirer. Une patiente m'a autorisé à transmettre un rêve de noyade à sa thérapeute. La scène se rejouait chaque semaine avec des détails nouveaux. Le simple fait de pouvoir l'observer sans s'y perdre a diminué la peur. Parfois, je reçois des demandes de justice. Un rêve peut servir d'indice dans une affaire délicate. Il n'est pas pris seul comme preuve. Il est lu avec des repères biologiques et des traces de temps. On voit la signature de l'esprit en veille et en sommeil. On compare à des motifs connus pour éviter les faux. Cela ne protège pas de tous les abus, mais cela calme les excès. J'ai aussi rencontré des faussaires habiles. Ils imitent des styles de rêve pour piéger des proches ou des rivaux. Ils mentent avec les mêmes couleurs et les mêmes gestes. On a appris à chercher des micro-détails que la copie oublie. Une pause du souffle. Un clignement trop régulier. Un bruit qui ne colle pas avec la scène. Nous apposons un sceau sur les rêves fiables pour réduire les dégâts. Les marchés se sont adaptés à ces usages. Des courtiers organisent des ventes privées de séquences rares. Les plus chers sont des moments de paix pure et stable. Les collectionneurs veulent les vivre encore et encore. Certains dorment avec des playlists de douceur avant un procès ou une opération. Des assurances couvrent le vol de rêve et la fuite de secrets. Les primes montent si tu partages trop facilement. Des écoles enseignent une hygiène du coucher. On conseille de ne pas s'endormir en colère. On recommande de choisir des limites claires avant toute mise en commun. Les enfants apprennent à nommer ce qu'ils donnent et ce qu'ils gardent. Ils apprennent aussi à fermer la porte quand le cœur le demande. Un jour, il y a eu une fuite gigantesque.
Des milliers de rêves liés aux négociations d'un grand vote sont sortis d'un coup. J'ai été appelé pour l'audit avec 3 collègues. Nous avons suivi les traces d'accès, les copies et les partages. Nous avons trouvé une porte cachée dans un vieil appareil. La personne qui l'avait conçue était morte depuis 2 ans. Nous avons compris que la vulnérabilité dormait au cœur de la confiance. Les foules ont paniqué, puis se sont habituées avec une vitesse triste. Les gens s'habituent même à l'idée que leur nuit puisse brûler en public. Ce jour-là, j'ai décidé de ne plus rouvrir mes propres archives trop souvent. Il existe une fatigue de la mémoire quand on revient trop sur la même image. On appelle cela la dépense d'oubli. Quand on capte tout, on oublie autre chose sans le vouloir. La loi limite le temps d'enregistrement pour protéger ce fragile équilibre. Les familles négocient leurs quotas comme on négocie un budget. Certains deviennent dépendants du retour en arrière. Ils passent des nuits à repêcher des joies passées au lieu d'en vivre de nouvelles. Les médecins parlent alors de diète de souvenirs. Ils conseillent de laisser des zones blanches pour que la vie respire. Je te confie maintenant une histoire intime. J'ai rouvert un rêve où ma mère posait sa main sur mon front. J'ai autorisé une étude sur les gestes de consolation pour aider des soignants. Le rêve a circulé plus loin que prévu malgré les garde-fous. Il a été remixé dans une campagne qui vantait un produit banal. Je me suis reconnue dans un jingle trop propre pour être honnête. J'ai voulu tout retirer, mais l'empreinte restait partout. J'ai compris que l'intimité partagée ne revient jamais à sa forme d'avant. Alors j'ai écrit à la personne qui avait signé l'autorisation secondaire. Elle m'a offert des excuses et un geste de réparation. Cela ne rend pas la scène à son premier silence, mais cela apaise un peu. Dans mon pays, on respecte un droit à l'oubli qui n'est pas total. C'est un effacement doux qui laisse une trace floue. On n'efface pas l'existence du moment. On efface le chemin pour y arriver. Je ne sais pas si c'est la meilleure solution. Je sais que nous essayons de ne pas écraser les personnes avec leur propre nuit. La culture a changé autour de nous. Des musées proposent des salles de rêve publiques protégées. Des cinéastes créent des films à partir de journaux de nuit. Des chorales chantent des textes nés en sommeil et mis au jour le matin. Le public apprend à lire ce langage sans chercher une morale rapide. Les voisins savent que les images ne sont pas des aveux. Les images sont des indices, des routes, des impulsions. Des groupes organisent des veillées d'écoute comme autrefois des lectures. On éteint la lumière et on écoute la mère de quelqu'un qu'on ne connaît pas. On se découvre cousin par un morceau de rêve sur le sel et la perte. Dans les bureaux, je vois aussi des usages plus secs. Des équipes d'innovation chassent l'idée rare dans des banques de nuit. On paye des licences pour exploiter des gouffres ou des ponts imaginés en dormant. Cela marche parfois, mais cela casse souvent la magie. La bonne idée a besoin de chaleur humaine avant d'entrer dans une fiche. Les assureurs évaluent aussi les risques liés au profil de rêve. Un goût trop fort pour la vitesse augmente le prix des contrats. Je ne supporte pas cette manie de transformer chaque souffle en chiffre. Pourtant, je comprends que la société cherche ses repères dans ce nouveau terrain. Récemment, un phénomène étrange a surgi dans nos registres. Des milliers de personnes ont rêvé la même jetée au même instant. Le ciel était vert et il y avait une bicyclette renversée dans l'eau. Les séquences venaient de villes éloignées sans lien apparent. Les motifs du cerveau montraient une parenté fine et troublante. On hésite entre une expérience non déclarée et une résonance inconnue. Parfois, je me demande si vos propres nuits se sont frôlées aux nôtres. Parfois, je me réveille avec une odeur qui n'existe pas ici. Elle ressemble à une pluie qui n'est pas de chez nous. Je souris à cette idée et je retourne à mes dossiers. Je reçois aussi des lettres d'amoureux inquiets. Ils veulent offrir un rêve pour prouver un attachement. Je leur dis de choisir une scène simple plutôt qu'une scène parfaite. La simplicité traverse mieux les années qu'un décor trop chargé. Une femme m'a offert un rêve de cuisine du matin. Elle y préparait une omelette avec son grand-père disparu. L'odeur du beurre valait tous les serments du monde. Son ami a pleuré doucement en l'écoutant.
Il y a des beautés qui ne demandent pas la grande musique. Il y a des preuves d'amour qui tiennent dans une poêle et un rire. Nous avons aussi appris une politesse nouvelle. On ne montre pas un rêve intime sans avertir clairement la personne qui y figure. On floute des visages quand la demande est fragile. On laisse une option de retrait qui se déclenche sans discussion. Cette politesse a sauvé des amitiés que l'enthousiasme aurait brisées. Des écoles forment des médiateurs de voisinage pour les disputes de nuit. Ils savent écouter sans juger et proposer un accord qui protège le cœur. Des ateliers publics apprennent à écrire un résumé clair et honnête. Résumer un rêve est un art simple et profond. Il faut nommer ce qui compte et laisser tomber ce qui brille en vain. Je crois que cette pratique nous rend plus attentifs au jour. Beaucoup me disent qu'ils regardent leurs proches avec plus de douceur. Ils savent que chaque visage porte un monde secret qu'il confiera peut-être. Cette connaissance calme la dureté et ouvre la patience. Je voudrais te parler aussi du prix intérieur de cette technique. Rencontrer chaque matin une archive de soi peut donner une forme de vertige. Il faut apprendre à ne pas se perdre dans les couloirs. On se fixe des heures sans écran de rêve. On accepte que certaines nuits restent sauvages et sans capture. On célèbre ces nuits libres comme on célèbre un repas pris sans appareil. Elles nous rappellent que la vie peut rester opaque et belle. Dans mon équipe, nous avons un rituel discret. À midi, nous fermons tout pendant 10 minutes. Nous ne parlons pas de travail et nous regardons par la fenêtre. Nous laissons l'air entrer dans nos têtes chargées de symboles. Ce geste simple nous maintient droites dans la tempête. Il y a des jours calmes et des jours de crise. Un matin, j'ai reçu un paquet sans expéditeur. Il contenait un rêve scellé par une clé inconnue. À l'intérieur, une voix me demandait de voler des archives étrangères. Le prix proposé aurait changé ma vie. J'ai signalé le paquet et j'ai tremblé tout l'après-midi. J'ai compris à quel point la tentation rôde autour des rêves des autres. Depuis, je répète à mes collègues qu'un seul refus peut valoir une carrière. Nous nous soutenons avec de petites phrases droites et nettes. Il y a aussi des rires malgré tout. Un voisin a mis en vente une collection de rêves de chats qui parlent. Les scènes sont tendres et un peu absurdes. Elles se partagent comme des cartes postales et font du bien aux soirées froides. Nous avons appris que l'économie des rêves n'a pas besoin d'être sombre. Elle peut nourrir des communautés légères et généreuses. Je me rends compte que je t'écris depuis longtemps. Je tape vite et doucement pour que ma voix te rejoigne sans bruit. Je sais que ton monde a ses propres règles et ses propres peurs. Je n'écris pas pour convaincre. J'écris pour ouvrir une fenêtre entre nos deux chambres. Je t'invite à réfléchir à une question simple. À qui appartiennent tes nuits quand elles changent ta journée ? Si tu pouvais garder une scène pour toujours, laquelle choisirais-tu ? Si tu pouvais en effacer une sans retour, laquelle laisserais-tu partir ? Chez nous, ces choix sont devenus des habitudes réfléchies. J'espère que chez toi, ils resteront des gestes conscients et doux. Je peux t'envoyer le protocole d'échange si tu le souhaites. Je peux aussi t'envoyer des exemples de résumés clairs et respectueux. Réponds seulement quand tu veux et comme tu veux. Tu peux chuchoter si tu as peur de l'écho. Je saurai entendre le sens, même quand les mots sont courts. Avant de fermer ce courrier, je te laisse un dernier tableau. Imagine une jetée verte sous un ciel presque liquide. Des pas mouillés avancent vers la bicyclette renversée dans l'eau. Au bout, il y a une petite cloche qui sonne sans force. Beaucoup d'entre nous ont vu cette scène la même nuit. Si un jour tu la vois, tu sauras que nos mondes se touchent par la pointe. Tu pourras alors m'écrire sans attendre et je te lirai avec soin. J'arrive à la fin de ma lettre et je te serre la main en pensée. Je la referme avec gratitude et avec un peu de lumière. Reçois ces mots comme une tasse chaude posée près de toi. Je t'envoie ma confiance et mon amitié par ce clavier ordinaire. De la part de ton ami qui habite le monde voisin, je te dis à bientôt. Merci d'avoir écouté cette lettre jusqu'au bout et d'avoir partagé ce temps avec moi. Si tu as aimé cette histoire, mets un pouce bleu, abonne-toi et laisse un commentaire.
Si tu veux soutenir la chaîne, tu peux utiliser le QR code en bas à droite de la vidéo ou le lien dans la description. Dans la description, tu trouveras aussi des liens vers d'autres œuvres d'une série très différente. Je te quitte pour aujourd'hui, prends soin de toi, et regarde le prochain épisode quand il sortira.